Face à une Amérique qui s'impatiente, l'Ukraine et l'Europe accélèrent donc le rythme des discussions. Sous pression américaine, après visiblement un coup de fil assez tendu hier, Donald Trump a reçu ce matin des propositions sur les concessions territoriales. C'est l'un des sujets sensibles qui fait blocage lors d'une visioconférence avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il a redit sa volonté de mettre fin au conflit en Ukraine rapidement. Les Européens et Kiev qui continuent de faire bloc malgré le climat qui se tend. Kiev a d'ailleurs remis hier sa propre version du plan de paix aux États-Unis. La coalition des volontaires se retrouve aussi une fois de plus cet après-midi avant un prochain rendez-vous convoqué lundi à Berlin. À quoi bon tous ces rendez-vous? On va se poser la question, la paix est-elle vraiment à portée de main alors que la Russie sur le terrain continue de pousser, notamment dans la région de Pokrovsk? Bonjour Patrick Martin-Jeunier, merci Bonjour. d'être avec nous de nouveau. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes, auteur également de ce dernier ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir, aux éditions Studirama. Un mot d'abord avant de résumer et de faire le point sur les échanges qui se poursuivent. Il y a beaucoup de séquences qui s'enchaînent. Un mot de la posture américaine. Trump a dit on n'a pas de temps à perdre sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand il a dit on n'a pas le temps à perdre, lui, il n'a pas de temps à perdre. Monsieur Trump pense toujours au prix Nobel qui vient d'être attribué à Madame Machado, l'opposante vénézuélienne. Ce qu'il veut, c'est parvenir à un accord. Je crois qu'il confond en fait des accords commerciaux avec les accords de paix. Il veut véritablement parvenir effectivement à un accord dans lequel figureraient des concessions territoriales. Il veut absolument que cet accord de paix passe par des concessions territoriales, c'est-à-dire la cession d'une grande partie du Donbass, mais également de la Crimée, dont Volodymyr Zelensky lui-même a dit de toute façon qu'elle ne pourrait jamais revenir sous souveraineté ukrainienne. C'est ce qu'il veut, et bien sûr c'est ce que ne veut pas l'Ukraine. Volodymyr Zelensky l'a dit, c'est ce que ne veulent pas les Ukrainiens, en tout cas, pardon, les Européens. Les Européens ont dit que rien ne pourrait se faire sans l'aval des Ukrainiens. On est dans l'impasse, sauf si demain, Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, annonce effectivement qu'il accepte des concessions territoriales, mais il a déjà dit que constitutionnellement, ce n'était pas possible. Alors visiblement, ça avance quand même, puisque Friedrich Merz, le chancelier allemand, a fait savoir tout à l'heure qu'il avait donné aux Américains des propositions sur les concessions territoriales. Mais je ne vois pas comment M. Merz pourrait lui-même faire des propositions de concessions territoriales. Depuis le début, il dit, ainsi que M. Macron, M. Starmer, le Premier ministre britannique et d'autres, que si des concessions territoriales doivent avoir lieu, c'est uniquement Volodymyr Zelensky qui en aura la possibilité et la primeur. Donc M. Merz, qui reçoit la coalition des volontaires, qui va discuter avec les Européens de nouveau, je ne vois pas à quel titre il est légitime pour proposer des concessions territoriales, sauf si le chef de l'État ukrainien lui-même lui avait demandé de se porter comme intermédiaire. Mais encore une fois, la coalition des volontaires n'ont eu de cesse de répéter depuis des mois et des mois que si concession territoriale il doit y avoir, ce sera de la seule responsabilité des Ukrainiens. Vous y voyez quoi là dans cette annonce du chancelier allemand? Je vais le citer. Il existe une proposition dont M. Trump n'avait pas encore eu connaissance au moment où nous nous sommes entretenus au téléphone. Là, il explique que Trump s'est emporté, mais qu'il n'avait pas de raison réelle de s'emporter parce que les Européens avaient prévu quelque chose. Elle n'avait pas encore été transmise, ces propositions, aux Américains. Nous l'avons fait hier en fin d'après-midi. Il s'agit avant tout de savoir quelles concessions territoriales l'Ukraine est prête à faire. On a l'impression qu'on réagit aux propres réactions de Trump, là. Oui, il y a une accélération des événements, manifestement. On est dans le flou et dans l'incertitude la plus totale. L'Europe a toujours dit que si concession territoriale il devait y avoir, c'est l'Ukraine qui est disparue. D'un seul coup, le chancelier allemand décide qu'il y aura effectivement des propositions de concession territoriale. Est-ce qu'il y a une accélération du calendrier? Est-ce que l'Europe et l'Ukraine sont prêtes à céder à Donald Trump? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Si le président américain veut une paix très rapidement, il veut des concessions territoriales. Alors peut-être que dans l'entourage des chefs d'État et de gouvernement européens, il y a des montages politico-juridiques qui pourraient être faits pour effectivement avaliser cette cession. Par exemple, comme on l'a fait à Chypre, en réalité, accéder à la demande d'une occupation permanente de certains territoires sans en droit reconnaître cette annexion, par exemple en Crimée. On sait très bien que la Crimée ne reviendra pas en droit, en fait, en tout cas sous la souveraineté ukrainienne. Peut-être pourrait-on dire que de fait, effectivement, ces territoires occupés devraient
continue à être occupée par les Russes. Mais je ne vois pas bien comment cela pourrait, on va dire, recueillir l'accord des autorités ukrainiennes qui, encore une fois, politiquement, ne peuvent se le permettre, sauf s'il devait y avoir une élection et un référendum qui interviendrait à ce sujet dans les 3 mois. Élection, toutes les questions en ce moment. On va y revenir dans un instant avec Gulliver Cragg. On est en plein dans le dur, là, parce que c'est vrai que les Européens multiplient les rendez-vous. Il y a de nombreuses séquences. On a les images derrière vous de Downing Street en début de semaine avec les Allemands, les Britanniques, les Français et l'homme fort de l'Ukraine derrière vous. Il va y avoir toute une autre série de rendez-vous qui vont se succéder. On fait le point tout de suite avec Noémie Roche et puis on en reparle juste après. Regardez. Lundi à Londres, le Premier ministre britannique, le président français et le chancelier allemand affichaient leur soutien au président ukrainien. Depuis, les échanges se multiplient. Mercredi, les 3 dirigeants européens ont discuté pendant 40 minutes par téléphone avec le président américain. Objectif, avancer sur un plan de paix pour mettre fin à 4 ans de guerre en Ukraine, alors que Donald Trump met la pression et affiche son impatience. Ils aimeraient que nous assistions à une réunion ce week-end en Europe et nous prendrons une décision en fonction de ce qu'ils nous répondront. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Parfois, il faut laisser les gens se débrouiller seuls et parfois non. Mais le problème de les laisser se débrouiller seuls, c'est que vous perdez des milliers de personnes chaque semaine. C'est ridicule, toute cette situation est ridicule. Déterminé à obtenir une solution négociée, Kiev a remis mercredi à Washington une nouvelle version de son plan pour mettre fin à la guerre. Il s'agit d'une contre-proposition au plan américain dévoilée il y a 3 semaines, un texte que Kiev et les Européens ont jugé trop favorable à Moscou, car il prévoyait de céder à la Russie des territoires non conquis. Face à la posture américaine, les Européens tentent donc de reprendre la main dans la bataille diplomatique autour de l'avenir de l'Ukraine. Après la réunion jeudi en visioconférence de la coalition des volontaires, une nouvelle rencontre est prévue lundi à Berlin. Les Européens veulent aussi avancer sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine avant le sommet européen des 18 et 19 décembre. Des Européens qui se trouvent à un tournant. Publiée la semaine dernière, la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine dépeint l'Europe comme faible et appelle le continent à prendre en main sa propre défense. C'est beaucoup de choses à résumer. Déjà sur le rythme, sérieux rythme, Oui. ça donne le tournis presque. Ça donne le tournis parce qu'à chaque réunion qui se succède, soit à la Maison-Blanche, soit dans la coalition des volontaires, on n'en sait pas plus sur ce plan. Et il change tous les 24 heures, toutes les 48 heures, ce plan change en fonction des réunions et des réunions internationales. Et donc, manifestement, Donald Trump est pressé. Il est pressé et en réalité, on voit bien que l'Europe va sans doute être obligée de céder, ainsi que l'Ukraine, sur des cessions territoriales. Alors, on nous dit ne pas céder des territoires non occupés, céder des territoires occupés. Donc manifestement, c'est ce que veut Donald Trump, qui est en train de nous dire en réalité que l'Europe constitue un obstacle à la paix qu'il souhaite. Donc c'est ça qu'il veut, c'est aboutir à des concessions territoriales. Mais encore une fois, politiquement, c'est un risque très important pour le président ukrainien. Quand il dit « j'ai eu des mots forts hier au téléphone avec les Européens on n'en sait pas davantage ». Ça veut dire qu'il y a eu des explications bien franches. Il y a eu des disputes manifestement. Il a dû rabrouer de nouveau les dirigeants européens en disant qu'ils constituaient des obstacles à cette paix et que maintenant ça suffisait. Donc évidemment que tout le monde est mis au pied du mur. Donald Trump veut jouer de toute sa puissance et notamment vis-à-vis des Européens, mais aussi vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Il veut obtenir une paix extrêmement rapidement. Au fond, c'est vrai qu'il y a énormément de morts parmi les soldats et les soldates qui se battent et bien évidemment que le temps joue contre les Ukrainiens parce que les Russes avancent. Ils ont pris Potrovsk, même si les Ukrainiens démentent, ils vont prendre la ville qui est à côté. Ils avancent doucement mais sûrement. Et donc probablement que selon Trump, il est temps aujourd'hui d'arriver à un accord qui serait d'abord un accord de cessez-le-feu, mais qui comprendrait des cessions territoriales qui seraient acceptables pour Vladimir Poutine. Alors, la Russie, parce que vous parlez de Pokrovsk, je fais une petite parenthèse, elle dit contrôler totalement la ville. L'Ukraine, elle dément, elle assure être encore à la manœuvre dans un tiers de cette localité qui est hautement stratégique. Je referme la parenthèse. On va aller prendre le pouls du côté de Kiev avec notre correspondant Gulliver Cragg. Bonjour Gulliver. On a beaucoup commenté l'attitude de Donald Trump, de cette mise au point qu'il aurait faite hier par téléphone avec les Européens et de cette volonté d'aller vite, très vite. Ça, on l'aura compris, ce caractère d'urgence. Est-ce que ce nouveau tournant de Trump,
visiblement hostile à l'Europe et à l'Ukraine, est inquiétant aujourd'hui? Bien sûr, c'est inquiétant et c'est très désagréable pour les Ukrainiens d'entendre Donald Trump remettre la responsabilité de la guerre sur l'Ukraine ou le fils de Donald Trump Jr., dire sans aucune justification que l'Ukraine serait un pays bien plus corrompu que la Russie, par exemple. C'est inquiétant aussi parce que même si les États-Unis ont arrêté de fournir de l'aide militaire à l'Ukraine en quantité sérieuse, les ventes de certains armements américains comme les munitions pour les systèmes de défense solaire Patriot sont très importants. Les renseignements, le partage des renseignements militaires est absolument crucial pour l'armée ukrainienne quand il a été suspendu en mars de cette année. Si vous vous souvenez, c'est à ce moment-là que l'Ukraine a perdu en gros le territoire qu'elle contrôlait dans la région de Kursk en Russie, qu'elle comptait utiliser comme monnaie d'échange dans d'éventuelles négociations. Et puis bien sûr les sanctions américaines contre la Russie, même s'ils ne sont pas aussi efficaces que les Ukrainiens l'aimeraient, sont quand même très importants. L'idée qu'ils seraient levés, c'est inquiétant. Donc beaucoup de choses très mauvaises pour l'Ukraine pourraient se passer si Donald Trump décide totalement de se retourner contre l'Ukraine. Tout de même, il y a une certaine sérénité ici, parce que les Ukrainiens sont convaincus d'abord que Vladimir Poutine de toute façon n'acceptera aucun accord et alors la responsabilité au final pour l'échec de ces pourparlers tombera sur lui. Et puis deuxièmement, ils sont convaincus que tout de même les alliés européens de l'Ukraine, mis ensemble avec les alliés de l'Ukraine au Congrès, y compris dans le parti républicain, et des figures comme Marco Rubio, secrétaire d'État, vont arriver enfin à arrêter Donald Trump, à faire en sorte qu'il n'aille pas aussi loin que ça et qu'il ne suspende pas, par exemple, le partage des renseignements et qu'il ne lève pas les sanctions contre la Russie s'il n'y a pas d'accord de paix. Et comme j'ai dit, ils sont absolument convaincus, l'Ukrainien, qu'il n'y aura pas d'accord dans les semaines et les mois qui viennent en tout cas. Restez avec nous, Gulliver, c'est ça dont il va être question cet après-midi, la réunion de la coalition des volontaires qui va se faire par visioconférence, une fois de plus, c'est dire on ne prend même plus la peine de se voir, on fait des visios à tout va, tant il y a de rendez-vous en fait chaque jour. C'est ça, il y a énormément de rendez-vous, mais on se demande à quoi ça sert, si ce n'est un affichage politique. L'Europe se dit prête à assurer la prévente, en quelque sorte, d'un éventuel accord de paix, mais cet accord de paix n'est toujours pas là. Donc la coalition des volontaires n'a de sens que si il y avait véritablement un accord de paix, et d'abord un cessez-le-feu, et une paix juste et durable. La difficulté, c'est que personne ne s'entend sur la notion de paix juste et durable, et jusqu'à présent, malheureusement, on le sait, même si votre correspondant dit qu'il y a une certaine sérénité à Kiev. En réalité, l'Europe a été marginalisée et le Congrès des États-Unis est marginalisé. On a un président américain qui ne fonctionne qu'autour de son équipe de la Maison-Blanche et de ses diplomates rapprochés, dont son fils Jared Kushner qui s'était rendu effectivement, son beau-fils, pardon, Jared Kushner, son gendre qui s'était rendu à Moscou. Et donc c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est que l'Europe peut toujours se réunir. Nous n'avançons pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. Donc encore une fois, c'est une position purement politique qui n'a pour l'instant aucune traduction concrète. En revanche, il est vrai que Volodymyr Zelensky a tout intérêt à continuer à entretenir ses affichages politiques avec les dirigeants européens parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra rien obtenir. Avec les Européens et avec les Américains aussi, parce qu'il a quand même formulé une proposition de plan de paix hier, sa propre version du plan de paix. On n'en sait pas grand-chose, on va regarder peut-être les quelques points qu'on a bien voulu communiquer au grand public et en l'occurrence à la presse. Dans cette dernière proposition, elle est faite donc de 3 documents constitués d'un accord cadre en 20 points et non 28 comme initialement prévu par les Américains. Un document sur la question des garanties de sécurité cher aux Européens, un autre sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Il en était question d'ailleurs hier avec Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff avec Volodymyr Zelensky par visio. Là aussi, ça vous convainc pas ça ? Alors, la question des garanties de sécurité, évidemment, c'est essentiel. Ce sera dans le document présenté par le chef de l'État ukrainien. Mais ça veut dire quoi, ces garanties de sécurité ? On nous a dit que ce serait l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN, vous savez, qui garantit une assistance mutuelle en cas d'agression. Mais de toute façon, l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN et je ne vois pas bien comment, juridiquement, concrètement, eh bien, on pourrait donner une garantie de sécurité à l'Ukraine qui ne serait pas membre de l'OTAN. Ce n'est pas envisageable. Et donc, de toute façon, Vladimir Poutine n'en voudra pas.
Un document sur la reconstruction de l'Ukraine, bien sûr, mais on sait très bien que Donald Trump est un homme d'affaires. C'est lui qui va se tailler la part du lion dans la reconstruction de l'Ukraine. Même s'il y aura des donateurs privés de l'Europe, il y aura une guerre, comme il y a eu une guerre économique et financière en Irak, après la guerre d'Irak, où les Européens vont tenter de contribuer à la reconstruction financière, mais ce seront d'abord des accords américains. La meilleure preuve en est, c'est que Trump a déjà signé un accord sur les minerais rares. Donc il va y avoir une véritable bataille. Donc voilà, cet accord en 20 points, c'est un peu une incertitude. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Donc il faut encore attendre. Mais je suis assez sceptique sur ces garanties de sécurité que, pour ma part, je pense l'Europe n'est pas en situation d'apporter. On sait en tout cas que Trump et la Russie, forcément, par le biais des États-Unis, insistent beaucoup en ce moment sur la tenue d'élections en Ukraine. Ça, c'est une ligne qui a bougé en ces derniers jours. Volodymyr Zelensky a dit ça pourrait être possible si les garanties de sécurité sont assurées. Gulliver Krag, le fait que Donald Trump insiste sur ce point, que Zelensky se dise ouvert à une telle idée, est-ce que cela réanime peut-être un débat en Ukraine ? Oui, cela réanime le débat, mais il faut d'abord souligner que cette demande d'élection de Donald Trump et de Vladimir Poutine n'existe pas en Ukraine. J'ai regardé plusieurs sondages qui ont été faits cette année et l'année dernière. Le plus bas pourcentage d'Ukrainiens que j'ai trouvé qui était défavorable à la tenue d'élections, c'était 57%. Il y a toujours une claire majorité qui sont défavorables à la tenue d'élections pendant l'état de guerre. Les partis d'opposition ne veulent pas d'élections. Ils appellent à la formation d'un gouvernement d'unité nationale où il y aurait des postes ministériels pour des membres des partis de l'opposition, mais pas à des élections, même si dans les discussions qui se sont un peu réanimées ces derniers 2 jours, on a parlé du fait que si on analyse bien les sondages, il est assez clair que les partis d'opposition obtiendraient beaucoup plus de sièges dans le Parlement s'il y avait des élections parlementaires qu'ils ne l'ont en ce moment. Volodymyr Zelensky serait presque sûr de perdre sa majorité. La plupart des sondages montraient, en tout cas, qu'il perdrait une élection présidentielle aussi à Valery Zaloujny, ancien commandant-chef des forces armées, si Valery Zaloujny se présentait. Mais si Donald Trump et Vladimir Poutine pensent qu'en se débarrassant de Zelensky, ils vont se débarrasser du problème et un autre président ukrainien va céder et accepter des concessions, je pense qu'ils ont absolument tort. On ne voit pas du tout Valery Zaloujny faire plus de concessions que Volodymyr Zelensky, tout simplement parce que l'Ukraine est une démocratie, les présidents doivent tenir compte de l'opinion publique et l'opinion publique, 71% est farouchement opposée à l'idée de faire des concessions territoriales au-delà de ce que la Russie occupe actuellement. Et elle réclame du territoire au-delà de ce que ses forces occupent actuellement. Alors, il est interprété, cette annonce de Volodymyr Zelensky, qu'il est prêt à tenir des élections, plutôt comme une manière de dire oui, mais, pour se montrer coopératif, mais en fait, de dire au Parlement, bon, vous allez préparer une loi pour que cela puisse se faire dans la légalité. C'est une manière de démontrer tous les problèmes, les réels problèmes qu'il y a à organiser des élections pendant qu'il y a encore la guerre et pas du tout une situation où Volodymyr Zelensky utiliserait la guerre comme prétexte pour ne pas tenir des élections réclamées par le peuple ukrainien. C'est absolument pas la situation, malgré ce que dit le président américain. Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Kiev pour France 24. Patrick Martin-Genier, on est d'accord avec ça? Des élections en Ukraine, ça ne changerait rien? Écoutez, je ne sais pas si ça change rien, mais moi, pour le coup, je trouve que des élections, ce serait quelque chose de positif. Car l'Ukraine se dit une démocratie, c'est vrai, mais une démocratie a été quand même abîmée pendant la guerre. Le Parlement a été un peu bâillonné tout de même. Ce Parlement, devrait être renouvelé. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Pour montrer que l'Ukraine continue à être une démocratie, il ne faut pas avoir peur, même en temps de guerre. La situation est plutôt stabilisée, d'avoir recours aux élections. Une élection présidentielle, des élections législatives qui pourraient permettre effectivement d'avoir un nouveau gouvernement qui serait sans doute peut-être pas transigeant sur les concessions territoriales, mais autant la Russie est une dictature, donc on ne peut rien compter sur elle, autant l'Ukraine est une démocratie et donc elle doit se renouveler. D'autant plus important que ce pays est quand même
candidat à l'Union européenne et que ça fait partie des critères d'adhésion à l'Union. Oui, sauf que cette démocratie est en guerre. Oui. Et ça, c'est une guerre qui dure depuis presque Oui. 4 ans et que ça fait peser aussi un risque, le risque sûr. d'une ingérence russe. Alors, oui, effectivement, un risque d'ingérence russe très important qui n'hésitera pas à faire preuve d'ingérence. Mais quand même, c'est un défi à relever. Et je remarquerai que ce n'est pas encore fait. Votre correspondant a dit justement qu'il fallait une loi pour le Parlement ukrainien pour lever la loi martiale, parce qu'on ne peut pas tenir d'élection pendant la loi martiale. C'est aussi dans la Constitution. Mais aussi des garanties de sécurité. Et là, attention, ce ne seraient pas des militaires qui devraient se rendre à Kiev. Il faudrait des observateurs pour voir si ça se passe correctement, des observateurs peut-être du Conseil de l'Europe, des observateurs de l'OSCE pour effectivement voir de quelle façon ces élections se déroulent. Mais il me semble que c'est un défi important, d'autant que même si nous sommes en guerre, le président ukrainien légalement n'est plus président depuis le mois de mai dernier. Donc il y a quand même un défi qui me paraît important, mais on verra. En tout cas, c'est une concession faite par Volodymyr Zelensky à Donald Trump, qui a demandé effectivement que ces élections se déroulent dans un délai de 3 mois. Il faut que les conditions soient effectivement réunies. C'est le signe qu'il est un peu coincé, Volodymyr Zelensky, cette concession faite aux Américains. Oui. Même pense. si elle est faite sous condition. Je pense qu'il est coincé, je pense qu'il n'a plus beaucoup de choix et il est obligé d'avancer pour faire des propositions de paix, dont ces élections. Et je pense que dans ce plan en 20 points, il est prévu effectivement des élections avec des garanties, des observateurs internationaux, pourquoi pas américains. Mais en tout cas, oui, c'est un élément. Il sait qu'il est au pied du mur, qu'il doit céder à Donald Trump, même s'il a les soutiens des Européens. On a évidemment peur en Ukraine qu'on éteigne le bouton des renseignements américains, la livraison de l'aide militaire aussi. Il se trouve que la Chambre des représentants a adopté hier le budget de défense de 800 millions de dollars pour l'année qui arrive, budget qui prévoit 400 millions de dollars d'équipements militaires par an pour l'Ukraine en 2026 et en 2027. Ça, c'est la Chambre des représentants. Il faut qu'il y ait encore le Sénat qui passe derrière. Oui. Oui, bien sûr, mais je pense que le Congrès est parfaitement au courant, et pas uniquement les démocrates, également chez les républicains, que les positions de Donald Trump sont peut-être un peu trop maximales, trop catégoriques, et donc effectivement le Congrès tient prêt d'ores et déjà un autre train de sanctions, et je crois que si Donald Trump ne parvenait pas à ses fins, eh bien il y a un Congrès des États-Unis qui commence finalement à réaliser que Donald Trump a peut-être un pouvoir trop personnel sur les affaires politiques, les affaires militaires, économiques. Et donc oui, c'est un élément important. Et n'oublions pas que Donald Trump n'est pas à l'abri d'un retournement. Il change souvent de position et qu'il pourrait également de nouveau se dire déçu par Vladimir Poutine et donc revenir pour prendre des sanctions contre la Russie. On parle de soutien militaire à l'Ukraine. Il en sera question aussi cet après-midi au sein de la coalition des volontaires, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr que la coalition des volontaires est prête. La France également veut livrer des équipements militaires. L'Allemagne également, bien que M. Merz, le chancelier allemand, a un peu déçu parce qu'il n'a pas livré ces fameux Taurus, les missiles à longue portée. Mais oui, je pense que tant l'Allemagne que la France vont continuer, et le Royaume-Uni, à livrer des armements militaires, notamment par des chaînes de construction directement sur place. Un mot peut-être de la Russie, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des Russes. On oublie souvent de parler d'eux. Ils sont assez discrets, il faut le dire. Tout à l'heure, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a estimé que les malentendus avec les États-Unis, ça y est, étaient réglés. On a le sentiment que chaque jour, et la Russie et l'Amérique de Trump confirment que l'entente, que la lune de miel se poursuit, non ? Alors, je ne sais pas si c'est une lune de miel. En tout cas, lorsque M. Lavrov dit que les malentendus sont dissipés, eh ben, ça veut dire manifestement que la position de Donald Trump et le plan qui va être proposé est manifestement pro-russe. Très clairement, ce sera effectivement un plan qui va prévoir des cessions territoriales. Je ne vois pas d'autre solution. Et c'est ce que veut Vladimir Poutine. Il ne faut pas le voir comme un signe d'inquiétude, ça comme un moyen de pression aussi sur les Américains, parce qu'on sait que les Européens et les Ukrainiens essayent de se faire entendre et de peser de tout leur poids. Et on voit les Russes qui disent c'est bon, il n'y a aucun malentendu. C'est pas un signe de faiblesse, ça ? Un signe de faiblesse pour l'Europe, parce que on voit très bien que Vladimir Poutine est complètement sur la même longueur d'onde que Donald Trump. Ils sont tous les deux d'accord pour marginaliser l'Europe, marginaliser l'Ukraine. C'est quand même un des rares moments dans l'histoire où, lorsque vous faites la paix, vous excluez les principaux concernés. Bon. Donc c'est quelque chose qui va se jouer entre la Russie et les États-Unis, et on verra bien ce qu'il en est, avec des conséquences effectivement en Ukraine. En tout cas, on parle de sécurité européenne. Jamais l'Europe n'aura été à ce point exclue d'un processus de négociation
négociations en vue d'une paix durable. Alors où les Russes essaient de presque se faire passer pour des victimes aujourd'hui. La Russie qui a fait savoir ce matin qu'elle avait abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens, l'une des attaques les plus massives, a dit le Moscou, la plus massive de l'armée de Kiev en presque 4 ans. Ça traduit la réalité du terrain, ça ? Je pense que ça traduit la réalité du terrain, malgré la résistance héroïque des Ukrainiens et des Ukrainiennes. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de soldats aussi qui se battent. On parle beaucoup des services militaires en Europe, mais ça, c'est très important. Mais la question qu'on peut se poser en réalité, c'est est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment la paix ? En réalité, il n'a qu'un seul objectif, c'est la vassalisation de l'Ukraine, c'est la capitulation de l'armée ukrainienne. Et la question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est après un éventuel accord de paix et de cessez-le-feu, y compris avec les États-Unis, est-ce que Vladimir Poutine arrêtera ? Est-ce que finalement, dans 2 ou 3 ans, si cette guerre devait s'arrêter, il ne reprendrait pas son offensive contre le gouvernement ukrainien ? Vous semblez avoir la réponse. En tout cas, c'est ça que j'entends, Patrick Martin-Genier. Voilà. Et oui, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui veut reconstituer son glacis ex-soviétique. Et à mon avis, il n'arrêtera pas cette stratégie impérialiste. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'info du jour. Pardon.